Il y a des semaines qui changent d'une région. La semaine du 25 avril est de celle-là. À l'aube de ce jour, le Mali a été frappé par une offensive d'une complexité et d'une ampleur sans précédent dans l'histoire du Sahel. Des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda et des rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad ont lancé des attaques coordonnées simultanées. Le ministre de la Défense malien Sadio Camara a été tué. Le général Assimi Goïta, président de la junte, a disparu 3 jours entiers avant de réapparaître avec un masque qui le rendait peu reconnaissable. Les rebelles ont annoncé reprendre le blocus de la capitale malienne. Ce n'est pas une crise ordinaire, c'est un tremblement de terre géopolitique. Et au centre de tous les regards, une question que personne n'osait formuler à voix haute. Qu'est-ce que l'Algérie va faire? Parce que l'Algérie partage avec le Mali plus de 1305 km de frontières. Parce que ce qui explose à Kidal peut résonner jusqu'à Tamanrasset. Parce que l'Algérie a vécu sa propre décennie de terreur dans les années 1990 et sait mieux que quiconque ce que signifie laisser un vide sécuritaire se creuser à ses portes. Et parce que cette semaine, 2 hommes ont pris la parole avec des messages coordonnés, mesurés et lourds de conséquences pour toute la région. Le général Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, et Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on décortique tout mot par mot, geste par geste, parce que derrière les communiqués officiels, il y a une stratégie qui va façonner l'Afrique de l'Ouest pour les années à venir. Mais avant d'analyser les messages, il faut poser le contexte dans toute sa complexité. Parce que la crise malienne n'est pas née en avril 2026. Elle s'est construite sur plusieurs années par strates successives et l'Algérie a été partie prenante de cette histoire à chaque étage. La rupture politique d'abord. Depuis le coup d'État de 2021, le Mali est gouverné par une junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta. Cette junte a fait des choix radicaux au départ de la France rupture avec la CEDEAO dans sa forme traditionnelle alliance avec les forces russes de l'Africa Corps, anciennement Wagner. Les 3 pays de la ES, Mali, Burkina Faso, Niger, ont construit une confédération structurée autour d'une posture souverainiste, d'une rupture avec l'Occident, en particulier avec la France, et d'un rapprochement avec la Russie. Un ordre régional entièrement reconfiguré dans lequel l'Algérie, longtemps médiateur naturel de la région, s'est retrouvée marginalisée. Ensuite, la dégradation des relations directes. Les relations entre l'Algérie et les pays de la ES s'étaient détériorées après l'incident du drone malien abattu par l'armée algérienne en avril 2025 près de la frontière. Les pays de la ES avaient qualifié cet incident d'acte hostile. Les ambassadeurs avaient été rappelés dans les 2 sens les espaces aériens fermés. Et aux Nations unies en septembre 2025, les échanges entre les délégations maliennes et algériennes avaient atteint un niveau de virulence rare dans le monde diplomatique. Le premier ministre malien qualifiant publiquement des responsables algériens de négromanes depuis la tribune de l'Assemblée générale. Et puis, il y a le timing géopolitique. Le 10 avril 2026, 15 jours à peine avant que les attaques Bamako annonçaient son retrait de la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique et son alignement sur le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Pour l'Algérie, qui défend depuis des décennies la cause sahraoui comme une question existentielle de politique étrangère, c'était une gifle diplomatique monumentale. Et 15 jours plus tard, le Mali se retrouvait sous l'assaut le plus violent de son histoire contemporaine. Le timing est troublant. Les interprétations divergent, les faits, eux, sont là. C'est dans ce contexte explosif que le général Chengriha a fait parler de lui. Pour comprendre le poids de ses paroles, il faut d'abord comprendre qui il est. L'essentiel de sa carrière s'est déroulé dans les zones les plus dures du pays, le sud algérien, et les régions militaires frontalières. Il a pris la tête de la 3e région militaire zone sensible pour le contrôle du Sahara occidental et du sud-ouest algérien avant de devenir chef des forces terrestres, la voie royale vers le poste de chef d'état-major. C'est un homme de terrain formé dans les académies soviétiques, imprégné d'une doctrine stratégique qui place la profondeur géographique et la sécurité des frontières au-dessus de tout. Il ne se voit pas comme un chef de guerre, mais comme ce veilleur vigilant qui guette la moindre lueur menaçante aux confins du Sahara qui pourrait provoquer l'embrasement de la région et mettre la nation algérienne en péril. Le 8 avril 2026, soit 17 jours avant les attaques du 25 avril, il se trouvait à Nguazam, le point algérien le plus proche de la frontière malienne, pour superviser l'exercice militaire avec munitions réelles baptisé Cyclone 2026.
Nguesam Tenzawatin. Ces noms reviennent dans chaque rapport sur les tensions algéro-maliennes. C'est là que le drone malien avait été abattu en avril 2025. C'est là que s'était déroulée une bataille entre les Fama et les rebelles d'Oufla en juillet 2024. C'est la frontière vivante, la ligne où l'abstraction géopolitique devient une réalité de chair et de métal. Quand le chef d'état-major d'une armée de 130 000 hommes se déplace personnellement à cet endroit précis pour superviser des exercices avec munitions réelles, ce n'est pas une promenade de santé. C'est un message. Il a insisté sur la nécessité de mieux comprendre les transformations globales et leurs implications sécuritaires, évoquant un environnement international marqué par l'incertitude stratégique et la compétition pour les ressources et les zones d'influence. Les autorités militaires soulignent que ces dimensions redéfinissent les rapports de puissance, plaçant la recherche et la production de connaissances au cœur des équilibres internationaux. Traduit en langage clair, ce que dit l'institution militaire algérienne, c'est ceci. Nous observons, nous analysons, nous préparons et nous ne laisserons pas notre flanc sud devenir un vide stratégique exploitable par n'importe quel acteur. Sa doctrine repose sur 3 piliers. D'abord, la sécurisation de la frontière sud est une ligne rouge non négociable. L'incident du drone malien abattu dans la nuit du 30 et un mars au 1er avril 2025 illustrent bien ces lignes rouges à ne pas franchir. Toute intrusion étrangère sera neutralisée. Ce n'était pas une réaction impulsive, c'était une déclaration de doctrine. L'espace aérien algérien comme le territoire algérien ne se négocie pas. Ensuite, le rejet de toute ingérence extra-régionale, que ce soit la présence de forces russes de l'Africa Corps, des bases militaires occidentales, en diminution, ou toute autre puissance extérieure au continent qui chercherait à s'installer durablement dans cet espace. Alger dit non. Ahmed Attaf avait rappelé à la représentante provisoire de l'ONU en Libye l'impératif du retrait immédiat de toutes les forces étrangères que l'Algérie a inscrit parmi ses propositions pour une sortie de crise. Cette position sur la Libye vaut aussi pour le Sahel. La sécurité de l'Afrique dans la doctrine algérienne doit être assurée par les Africains eux-mêmes. Troisièmement, le renforcement des capacités de veille stratégique et d'anticipation. Cette posture traduit une volonté d'inscrire l'ANP dans une lecture élargie des enjeux contemporains, notamment liés au cyberespace, à l'intelligence artificielle et à la maîtrise des données. L'armée algérienne n'est plus seulement en train de patrouiller des frontières désertiques. Elle intègre les nouvelles dimensions du conflit moderne. C'est une modernisation doctrinale qui prend du temps, mais qui est réelle et documentée. Maintenant, parlons d'Ahmed Attaf parce que la partie diplomatique de cette semaine est au moins aussi importante que la partie militaire. Lors d'une déclaration solennelle le 27 avril 2026, relayée par l'agence de presse officielle, il a réitéré les positions de principe qui constituent le socle de la diplomatie algérienne. Le chef de la diplomatie a articulé sa position en plusieurs axes distincts et chaque axe mérite d'être pesé séparément. Le refus absolu du terrorisme d'abord. Attaf m'a réitéré le refus absolu et catégorique de toutes les formes de terrorisme. Cette position, loin d'être théorique, est présentée comme étant dictée par l'expérience amère de l'Algérie avec ce fléau en référence à la décennie noire. Ce n'est pas un refus de principe vague, c'est un positionnement ancré dans une mémoire collective de plus de 200 000 morts dans les années 1990. L'Algérie a payé le prix du terrorisme en sang et en larmes. Elle n'a pas besoin de leçons sur ce sujet. Ensuite, le soutien à l'unité du Mali. Ahmed Attaf a réaffirmé cette ligne. Nous réaffirmons la position claire et constante de l'Algérie qui soutient avant tout l'unité du Mali tant sur le plan territorial que sur celui de son peuple et de ses institutions. Cette phrase courte en apparence est une déclaration stratégique lourde. Elle signifie qu'Alger s'oppose à toute partition du pays. Un Mali séparé, qu'il soit sous contrôle touareg autonome ou sous domination djihadiste, ce n'est pas acceptable. Point. Pour l'Algérie, un Mali qui éclate, c'est une frontière avec un no man's land de plusieurs centaines de kilomètres. Et dans ce vide, les groupes armés prospèrent, ils recrutent, ils se financent, et tôt ou tard, ils frappent. Et c'est de là qu'on arrive au troisième axe de la position algérienne, et c'est peut-être le plus important, la priorité du politique sur le militaire. Depuis le début de la crise malienne, Alger défend une ligne claire. Le dialogue politique d'abord, la réintégration des groupes armés dans un processus national, la relance d'un cadre négocié.
L'accord pour la paix et la réconciliation de 2015 reste à ce jour le cadre le plus structurant qu'on ait eu pour régler politiquement ce conflit. Et ce point-là est crucial pour comprendre la position algérienne dans toute sa profondeur. Alger n'a jamais dit que l'armée ne sert à rien. Ce qu'elle dit, c'est que l'armée seule ne peut pas résoudre un conflit dont les racines sont politiques, économiques, identitaires et historiques. Et la plupart des analystes régionaux partagent ce constat. Les approches centrées uniquement sur l'outil militaire finissent toujours par montrer leurs limites face aux logiques de guerre asymétriques. C'est une lecture que l'expérience a confirmée. En Afghanistan, en Irak, en Libye et maintenant au Mali, la force peut reprendre un territoire. Elle ne peut pas à elle seule reconstruire un contrat social. Maintenant, la vraie question. Pourquoi ces deux hommes parlent-ils maintenant en même temps avec une telle coordination? La question mérite une réponse franche et il y a plusieurs facteurs qui convergent. Premier facteur, depuis le début de l'année 2026, l'Algérie a intensifié ses initiatives diplomatiques auprès du Niger et du Burkina Faso pour réaffirmer son rôle au Sahel. Le dégel avec Niamey et Ouagadougou crée une fenêtre d'opportunité. Et une fenêtre comme celle-là, on ne la laisse pas se refermer sans envoyer un signal fort. Deuxième facteur, l'AES vient de ratifier officiellement ses protocoles confédéraux. Passeport commun, drapeau, compagnie aérienne régionale, banque d'investissement commune. Le Sahel est en train de se construire une identité et une architecture propre. L'Algérie ne peut tout simplement pas rester sur le bord de la route pendant que ses voisins redessinent la carte. Troisième facteur, la présence russe dans la région se densifie. L'Africa Corps opère au Mali. Wagner était présent au Burkina Faso. La Russie avance ses pions et l'Algérie, qui a des relations correctes avec Moscou, ne veut pas que le Sahel devienne un terrain d'influence exclusive d'une puissance extracontinentale. La doctrine algérienne là-dessus est cohérente et limpide. Ni les Occidentaux, ni les Russes, ni les Turcs, ni les Chinois ne devraient dicter la sécurité africaine depuis l'extérieur. C'est aux Africains de gérer leurs propres affaires. Et si cette gestion doit être pilotée par quelqu'un, Alger préfère que ce soit elle. Quatrième facteur, et c'est peut-être le plus urgent de tous, l'Algérie partage avec le Niger et le Mali plus de 2280 km de frontières poreuses. Elle fait face aux mêmes défis sécuritaires, terrorisme, criminalité transfrontalière, migration irrégulière. Quand l'offensive du 25 avril a frappé Bamako, Sévaré Gao et Kidal, simultanément les généraux algériens à Tamanrasset et à N'Guazzam n'ont pas regardé les nouvelles depuis un salon confortable. Ils étaient à quelques centaines de kilomètres d'un front actif. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est une réalité géographique qui impose des décisions concrètes. Alors posons maintenant la question que tout le monde évite. L'Algérie est-elle prête à aller au-delà des mots? La réponse honnête, c'est que personne ne le sait avec certitude. Et c'est précisément ce que l'ambiguïté calculée de la doctrine algérienne est conçue pour produire. Alger n'a pas dit qu'elle interviendra militairement. Elle n'a pas dit qu'elle ne le fera pas. Elle a dit que la stabilité du Mali est une question existentielle pour sa propre sécurité. Elle a dit que des lignes rouges existent. Et elle a envoyé son chef d'état-major en personne superviser des exercices avec munitions réelles à 17 jours de l'offensive. Ce message s'adresse autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il dit que l'institution militaire algérienne est cohérente debout et que ses engagements ne sont pas des postures vides. Ce qui est certain, c'est que l'Algérie dispose des moyens militaires pour une intervention ciblée si elle le décidait. L'ANP est la plus grande et la mieux équipée des armées africaines. Elle a une expérience du contre-terrorisme qui remonte aux années 1990, testée dans des conditions parmi les plus difficiles au monde. Ses forces spéciales ont opéré dans le désert. Ses services de renseignement connaissent les réseaux du Sahel mieux que n'importe quelle agence étrangère. Les moyens ne sont pas le problème. La question, elle est politique. Et la politique algérienne repose sur un principe fondateur, la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Ce principe, c'est la marque de fabrique de la diplomatie algérienne depuis l'indépendance. C'est lui qui a permis à Alger de maintenir des relations avec des acteurs dont les valeurs étaient radicalement différentes. C'est lui qui lui a donné une crédibilité de médiateur que peu de pays africains possèdent. Mais ce principe a ses propres contradictions. L'Algérie prêche le non-interventionnisme tout en signalant qu'elle pourrait intervenir si sa sécurité est menacée. Elle défend la souveraineté malienne tout en posant des conditions sur ce que le Mali peut ou ne peut pas faire. C'est la tension fondamentale de toute grande puissance régionale. La France l'a vécu.
Les États-Unis le vivent en permanence. Et maintenant, c'est le tour de l'Algérie de naviguer dans cette contradiction entre ses principes déclarés et ses intérêts vitaux. Ce qui se joue entre l'Algérie et le Mali en ce moment, ça dépasse largement une simple relation bilatérale. C'est un test grandeur nature de la nouvelle architecture sécuritaire africaine. Est-ce que l'Afrique peut gérer ses propres crises sans tutelle extérieure? Est-ce que les grandes puissances régionales sont prêtes à assumer ce rôle avec la légitimité et les mécanismes nécessaires? Et surtout, peut-on construire une paix durable dans une région aussi complexe sans traiter les causes profondes de l'instabilité, le sous-développement, l'absence de services publics, les identités fracturées, la marginalisation des jeunes? Et là, il y a un fait qui mérite toute notre attention. L'Alliance des États du Sahel s'est montrée discrète. Pas de soutien explicite à Bamako après les attaques. Il y a des semaines qui changent d'une région. La semaine du 25 avril est de celle-là. À l'aube de ce jour, le Mali a été frappé par une offensive d'une complexité et d'une ampleur sans précédent dans l'histoire du Sahel. Des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda et des rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad ont lancé des attaques coordonnées simultanées. Le ministre de la Défense malienne Sadio Camara a été tué. Le général Assimi Goïta, président de la junte, a disparu 3 jours entiers avant de réapparaître avec un masque qui le rendait peu reconnaissable. Les rebelles ont annoncé reprendre le blocus de la capitale malienne. Ce n'est pas une crise ordinaire, c'est un tremblement de terre géopolitique. Et au centre de tous les regards, une question que personne n'osait formuler. Il y a des semaines qui changent d'une région. La semaine du 25 avril est de celle-là. À l'aube de ce jour, le Mali a été frappé par une offensive d'une complexité et d'une ampleur sans précédent dans l'histoire du Sahel. Des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda et des rebelles indépendantistes du Front de libération de l'Azawad ont lancé des attaques coordonnées simultanées. Le ministre de la Défense malienne Sadio Camara a été tué. Le général Assimi Goïta, président de la junte, a disparu 3 jours entiers avant de réapparaître avec un masque qui le rendait peu reconnaissable. Les rebelles ont annoncé reprendre le blocus de la capitale malienne. Ce n'est pas une crise ordinaire, c'est un tremblement de terre géopolitique. Et au centre de tous les regards, une question que personne n'osait formuler à voix haute. Qu'est-ce que l'Algérie va faire? Parce que l'Algérie partage avec le Mali plus de 1305 km de frontières. Parce que ce qui explose à Kidal peut résonner jusqu'à Tamanrasset. Parce que l'Algérie a vécu sa propre décennie de terreur dans les années 1990 et sait mieux que quiconque ce que signifie laisser un vide sécuritaire se creuser à ses portes. Et parce que cette semaine, 2 hommes ont pris la parole avec des messages coordonnés, mesurés et lourds de conséquences pour toute la région. Le général Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, et Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, on décortique tout mot par mot, geste par geste, parce que derrière les communiqués officiels, il y a une stratégie qui va façonner l'Afrique de l'Ouest pour les années à venir. Mais avant d'analyser les messages, il faut poser le contexte dans toute sa complexité. Parce que la crise malienne n'est pas née en avril 2026. Elle s'est construite sur plusieurs années par strates successives et l'Algérie a été partie prenante de cette histoire à chaque étage. La rupture politique d'abord. Depuis le coup d'État de 2021, le Mali est gouverné par une junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta. Cette junte a fait des choix radicaux au départ de la France rupture avec la CEDEAO dans sa forme traditionnelle alliance avec les forces russes de l'Africa Corps, anciennement Wagner. Les 3 pays de l'AES, Mali, Burkina Faso, Niger, ont construit une confédération structurée autour d'une posture souverainiste, d'une rupture avec l'Occident, en particulier avec la France, et d'un rapprochement avec la Russie. Un ordre régional entièrement reconfiguré dans lequel l'Algérie, longtemps médiateur naturel de la région, s'est retrouvée marginalisée. Ensuite, la dégradation des relations directes. Les relations entre l'Algérie et les pays de l'AES s'étaient détériorées après l'incident du drone malien abattu par l'armée algérienne en avril 2025 près de la frontière. Les pays de l'AES avaient qualifié cet incident d'acte hostile. Les ambassadeurs avaient été rappelés dans les 2 sens les espaces aériens fermés. Et aux Nations unies en septembre 2025, les échanges entre les délégations maliennes et algériennes avaient atteint un niveau de virulence rare dans le monde diplomatique. Le premier ministre malien qualifiant publiquement des responsables algériens de négromanes depuis la tribune de l'Assemblée générale. Et puis, il y a le timing géopolitique.
Le 10 avril 2026, 15 jours à peine avant que les attaques Bamako annonçaient son retrait de la reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique et son alignement sur le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Pour l'Algérie, qui défend depuis des décennies la cause sahraoui comme une question existentielle de politique étrangère, c'était une gifle diplomatique monumentale. Et 15 jours plus tard, le Mali se retrouvait sous l'assaut le plus violent de son histoire contemporaine. Le timing est troublant. Les interprétations divergent, les faits, eux, sont là. C'est dans ce contexte explosif que le général Chengriha a fait parler de lui. Pour comprendre le poids de ses paroles, il faut d'abord comprendre qui il est. L'essentiel de sa carrière s'est déroulé dans les zones les plus dures du pays, le sud algérien, et les régions militaires frontalières. Il a pris la tête de la troisième région militaire zone sensible pour le contrôle du